Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours des récepteurs sensoriels. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants. Et on commence. Pour le plan de ce cours, donc il y aura une petite introduction, puis on va voir les systèmes sensoriels, une définition et classification, propriétés des récepteurs, avec des exemples à étudier à la fin. Tout simplement, la sensation commence par une stimulation extérieure des récepteurs périphériques. Et pour les systèmes sensoriels, on va commencer par les 5 sens. Il y a la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Et en fait, le toucher fait partie de la sensibilité somatique. La sensibilité somatique, c'est la sensibilité corporelle. Somato, c'est quelque chose qui est relatif au corps. Donc, le système somatosensoriel est riche en modalités sensorielles. Il comporte plusieurs modalités sensorielles. Il y a la sensibilité mécanique, comme le toucher, la sensibilité thermique, la chaleur et la froideur, la sensibilité douloureuse, c'est ce qu'on appelle la nociception. La sensibilité profonde, c'est ce qu'on appelle la proprioception. C'est la perception des mouvements, de la position du corps, des membres, etc. Il y a également la sensibilité viscérale, comme les mouvements des viscères, les démangeaisons. Les démangeaisons, on peut les définir comme étant le besoin de se gratter. Ok, c'est le besoin de se gratter. Le récepteur est une petite structure dont le rôle est la transformation d'une stimulation extérieure particulière, comme la lumière ou bien des molécules gustatives, on va les voir. Donc, c'est la transformation d'une stimulation extérieure particulière à un influx nerveux, un message ou bien signal électrique à une dépolarisation. Ok, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la transduction. Donc, c'est la transformation d'une stimulation extérieure en un influx nerveux. Ici, en ce qui concerne la dépolarisation, pour ne pas confondre, parce que moi, personnellement, je confonds entre l'état polarisé et l'état dépolarisé. Donc, il y a cette fille, elles ne sont pas bien, mais elle n'aime pas montrer ça à tout le monde. Donc, elle est positive à l'extérieur, mais négative à l'intérieur. Parfois, cette fille, elle est extrêmement déprimée, dépolarisée. Donc, elle pleure, mais elle sent quand même bien à l'intérieur, dans son cœur. Donc, elle est ici Donc, elle est ici négative, Elle est ici positive à l'extérieur, mais négative à l'intérieur. C'est l'état général, c'est l'état polarisé. Mais parfois, elle est déprimée, elle est dépolarisée, donc elle pleure, elle est négative à l'extérieur et positive à l'intérieur. Donc, l'état polarisé est défini comme étant positive à l'extérieur, négative à l'intérieur, tandis que l'état dépolarisé est défini comme étant négative à l'extérieur et positive à l'intérieur. Ok? Donc ici, il y a une onde de dépolarisation, dépolarisation, polarisation et polarisation. Polarisation, dépolarisation, polarisation. Ok? Maintenant, la classification des récepteurs, ça se fait selon plusieurs critères. Commençons par la localisation. Il y a des extérocepteurs qui se trouvent au niveau de la peau. Il y a des propriocepteurs qui se trouvent au niveau des articulations, des ligaments, des muscles. Et il y a bien sûr des interocepteurs qui se trouvent au niveau des viscères. Selon le type de la stimulation, commençons par les mécanorécepteurs où la stimulation est mécanique, comme le toucher. C'est une pression légère sur la peau. La vibration, on sait tous à quoi ça sert une vibration. La pression, c'est quand même plus intense par rapport au toucher. L'étirement, l'inclinaison, comme l'inclinaison des doigts, etc.
les chémorécepteurs. Ici, la stimulation est chimique par des médiateurs, comme les médiateurs inflammatoires tels que l'histamine, qui peut engendrer des démangeaisons ou bien des picotements. On a déjà expliqué à quoi ça sert des démangeaisons. Mais pour les picotements, ce sont définis comme étant une sensation de fourmillement dans le corps. Et pour les thermorécepteurs, la stimulation est thermique, c'est la plus simple, soit par la chaleur ou bien par la froideur. Selon la morphologie, il y a des récepteurs qui sont différenciés, qu'on peut les distinguer facilement des autres récepteurs, des autres structures, et il y a d'autres qui sont non différenciés. Par exemple, les photorécepteurs, comme les bâtonnets, les cônes de la vision, si on va les voir microscopiquement, on va les connaître tout simplement. Et la même chose pour les récepteurs de la peau, comme les corpuscules de Pacini, les corpuscules de Ruffini, les corpuscules de Meissner, on va les connaître tout de suite par rapport aux autres récepteurs. Pour les récepteurs non différenciés, ils sont définis comme étant des terminaisons nerveuses. Voilà. Comme plusieurs autres terminaisons nerveuses. Donc, on ne peut pas les distinguer des autres terminaisons nerveuses. Pour les propriétés des récepteurs, on va commencer par la spécificité de la stimulation, comme la lumière pour l'œil, le son pour les oreilles, les molécules gustatives pour les papilles de la langue. Et la deuxième des choses, le seuil de génération d'un potentiel d'action. Donc ici, je vais bavarder un petit peu. Le seuil de génération peut être élevé ou bien bas. Donc, quel est le mécanisme ici? Il y a une stimulation extérieure avec une certaine intensité. Il y aura la génération d'un potentiel du récepteur. C'est une dépolarisation locale au niveau du récepteur avec une certaine amplitude. Ok? Mais non pas toute dépolarisation locale, non pas tout potentiel récepteur va générer un potentiel d'action qui se propage sur la longueur du nerf. Ici, il y a plusieurs stimulations, n'est-ce pas? Donc, cette stimulation va engendrer un potentiel récepteur. La même chose pour celle-ci, la même chose pour celle-ci. Mais, il y a un seuil. Ici, on va parler d'un seuil. Parfois, le PR, le potentiel récepteur, est au-dessous de ce seuil. Donc ici, il n'y aura pas l'émission d'un potentiel d'action. Mais d'autres fois, il y a un PR qui va dépasser ce seuil. Il y a une dépolarisation locale qui va dépasser ce seuil d'émission d'un PA. Et dans ce cas-là, bien sûr, il y aura la génération d'un PA qui va se propager sur la longueur du nerf. Par exemple, ici dans les corpuscules de Pacini, il y a une stimulation extérieure, bien sûr, et il y a une dépolarisation locale au niveau du récepteur. Mais comme vous voyez, elle n'est pas suffisante pour se propager sur la longueur du nerf parce qu'elle n'a pas pu dépasser le seuil d'émission d'un PA. Je m'excuse vraiment pour le bruit, mais j'ai rien à faire. Et voilà. Donc, mais ici, il y a une dépolarisation. Il y a un PR, un potentiel récepteur qui a pu dépasser le seuil d'émission d'un PA. Donc, il a la génération d'un PA. Il y a une dépolarisation qui va se propager sur la longueur du nerf. Et dans tout ça, dans cette notion du seuil de génération d'un potentiel d'action, il y a une notion que je vais mentionner, c'est les PR sommables. Parfois, s'il y a deux stimulations qui sont proches chronologiquement l'une à l'autre, il y aura deux potentiels récepteurs qui s'additionnent.
il y a de potentiels récepteurs qui s'additionnent. Et pour ne pas oublier, en ce qui concerne le codage, la simulation a une certaine intensité qui sera codée par l'amplitude du potentiel récepteur, une amplitude pour le PR et une fréquence pour le PA. Ok, c'est ça le codage. Pour l'adaptation, on distingue adaptation rapide ou bien phasique et une autre qui est lente ou bien tonique. Bon, pour avant d'expliquer à quoi ça sert une adaptation rapide ou lente, je vais montrer que dans la simulation, il y a deux phases. Il y a une phase dynamique où il y a une variation et il y a une phase statique où la simulation est constante. Donc, deux phases dynamiques où il y a une variation et une phase statique où il y a une constance. Donc, pour les récepteurs à adaptation rapide, ils vont capter que les phases dynamiques. Donc, capter que les phases dynamiques parce que ils se spécialisent dans la captation d'une variation. C'est comme avoir une variation et ces récepteurs sont en train de dire « Oh, ça varie, ça varie, ça varie, ça varie. Maintenant, c'est constant, donc il n'y a rien. J'adapte directement. Il n'y a rien. D'accord? Puis, ça varie encore, ça varie encore, ça varie encore, puis une constance. Donc, dans la constance de la simulation, on dit qu'il y a un silence électrique en ce qui concerne les PA. Je répète, pour les récepteurs à adaptation rapide, ils se spécialisent dans la captation d'une variation parce qu'ils s'adaptent directement et rapidement à toute constance. Ok? Donc, ici, il y a une variation de simulation, n'est-ce pas? Donc, ils vont capter cette variation. C'est comme dire, il y a une variation, il y a une variation, il y a une variation à une constance, donc j'adapte directement. Puis, il y a encore une variation, il y a encore une variation, il y a encore une variation. Puis, il n'y a rien, donc il adapte. Ok? Mais pour les récepteurs à adaptation lente, c'est déjà mentionné. Adaptation lente, donc avoir une simulation est nouveau pour eux. Donc c'est difficile, c'est lent à s'adapter avec lui. Donc ils vont capter l'existence, toute existence de la simulation. Ici, à l'arrivée de simulation, ah, il y a une simulation, il y a une simulation, il y a une simulation. Il a la persistance de la simulation, il a la persistance de la simulation, il a la persistance de la simulation, il a la persistance de la simulation. Oh, la simulation a commencé à disparaître, elle a commencé à disparaître. Oui, c'est comme ces récepteurs à adaptation lente ne résistent pas cette simulation et continuer à dire, à mentionner, à informer le système nerveux central qu'il y a une simulation, qu'il y a une simulation. D'accord? Donc, c'est ça l'adaptation lente. Je ne peux pas s'adapter à cette simulation. Donc, je continue à dire et à mentionner qu'il y a une simulation. Je ne peux pas résister, il y a une simulation. C'est juste un exemple pour comprendre, d'accord? Ce n'est pas, ça veut dire ici, les récepteurs à adaptation lente ne sont pas des récepteurs qui ne résistent pas vraiment à cette simulation, mais c'est comme je n'adapte pas à cette simulation, donc je continue à informer le système nerveux central qu'il y a une simulation. D'accord? Donc voilà. Et maintenant, pour les récepteurs à adaptation rapide, ils vont renseigner le système nerveux central sur la vitesse de la simulation. Pourquoi la vitesse? Parce que la vitesse est définie comme étant une variation par unité de temps. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Imaginons que je suis en train d'appliquer une pression sur les mains d'une personne quelconque. Et cette pression ici c'est 2 newtons, puis 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons,
jusqu'à 10 newtons dans une durée de 2 minutes. C'est juste un exemple, ok? Donc, c'est quand j'ai appliqué une pression de 10-2, donc une pression de 8 newtons dans une durée de 2 minutes. C'est ça la vitesse de la stimulation que je suis en train d'appliquer, n'est-ce pas? Puis, il y a, j'enlève cette pression, j'enlève cette force que j'ai déjà appliquée dans une durée de 30 secondes. Donc, c'est défini comme une pression de 8 newtons par 30 secondes. Voilà. Donc, la vitesse d'installation de la simulation et la vitesse de la suppression de la simulation. Donc, les récepteurs à adaptation rapide qui se spécialisent dans la captation de la phase dynamique vont renseigner le SNC, c'est le système nerveux central, sur la vitesse de la simulation. Mais pour les autres récepteurs avec une adaptation lente, ils se spécialisent dans l'information du système nerveux central sur l'intensité et la durée. La durée, c'est tout à fait logique parce que c'est à partir de début de la simulation, voilà, jusqu'à la fin de simulation, il y a des PA qui sont émis par ces récepteurs, n'est-ce pas? Donc, ça va renseigner le SNC sur la durée. Et pour l'intensité est bien claire dans la phase statique qui n'est pas captée par les récepteurs à adaptation rapide, mais qui est captée par les récepteurs à adaptation lente. Donc, je trouve l'intensité dans la phase statique qui est captée par les récepteurs à adaptation lente. Donc, c'est ces récepteurs qui sont responsables de renseigner le système nerveux central sur l'intensité de cette simulation. Et pour le champ du récepteur, donc chaque récepteur a un champ qui est bien limité où la stimulation au sein de ce champ sera captée par ce récepteur. Mais la stimulation en dehors de ce champ ne sera jamais captée par ce récepteur. Des exemples à étudier, il y a les corpuscules de Pacini et le fuseau neuromusculaire. Donc, commençons par les corpuscules de Pacini. Ils ont la forme d'oignon, comme vous voyez. Voilà, Pacini, voilà. Donc, la forme d'oignon avec un seuil qui est bas, ça veut dire que les corpuscules sont sensibles, avec un champ récepteur qui est large et qui se trouve dans le derme et dans les articulations. En fait, les corpuscules de Pacini se trouvent dans plusieurs endroits dans notre corps, mais ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est l'existence des corpuscules de Pacini dans le derme et les articulations. Voilà le derme. Donc, c'est une coupe au niveau de la peau. Il y a l'épiderme, puis le derme, puis l'hypoderme. Donc voilà le derme. Donc les corpuscules de Pacini se trouvent à ce niveau-là. Avec une adaptation rapide, j'ai déjà expliqué à quoi ça sert une adaptation rapide. Destinée pour la captation de la sensibilité tactile, vibration rapide à haute fréquence. Mais pourquoi vibration rapide à haute fréquence? Dans la vibration rapide, il y aura l'application d'une pression, puis l'enlèvement de cette pression. Application de cette pression, enlèvement de cette pression. Application de cette pression, enlèvement de cette pression. Donc, il n'y a que la phase dynamique et il n'y a pas la phase statique. Et on sait tous que les corpuscules de Pacini sont destinés pour la captation des phases dynamiques de stimulation parce qu'ils sont des récepteurs d'adaptation rapide. Avant de parler de fusion neuromusculaire, on va parler des fibres intrafusales et extrafusales. Donc, dans le muscle, au sein du muscle, se trouvent deux types de fibres. Il y a les fibres extrafusales et les fibres intrafusales. Donc, les fibres extrafusales sont des fibres fortes, des fibres résistantes
des fibres nombreuses et des fibres qui sont destinées pour assurer la contraction musculaire. Tandis que les fibres intrafusales sont des fibres qui sont plus fines, des fibres moins résistantes et moins fortes et ne sont pas destinées pour assurer une contraction musculaire. Les fuseaux neuromusculaires comportent de 4 à 10 fibres intrafusales qui sont développées par une capsule conjonctive d'une disposition parallèle aux fibres ordinaires squelettiques. Donc, ils présentent des mécanorécepteurs proprioceptifs avec un seuil qui est bas, donc une sensibilité qui est plus ou moins augmentée. Les extrémités se contractent pour étirer la partie équatoriale. La partie équatoriale veut dire la partie centrale du fuseau. Donc, dans les extrémités, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des myofilaments qui sont présentés par les filaments d'actine et les filaments de myosine. Lorsque les filaments d'actine se rapprochent les unes aux autres à travers les filaments de myosine, il y aura la diminution de la longueur de la fibre musculaire, n'est-ce pas? Ce qui va assurer la contraction. Donc, ces structures se trouvent dans l'extrémité des fuseaux neuromusculaires pour assurer la contraction des extrémités et donc l'étirement de la partie équatoriale ou bien centrale. Et pour le fuseau neuromusculaire, il y a deux types. Il y a un fuseau qui est sous forme d'un sac nucléaire et il y a un fuseau qui est sous forme d'une chaîne nucléaire. C'est dépendant de la disposition des noyaux des fibres constituantes de ce fuseau. Donc, ça peut être comme ça ou bien comme ça. Un sac ou bien une chaîne. Et c'est bien sûr destiné pour la réception de la sensibilité proprioceptive, l'étirement. Okay? Pour l'énervation de fuseaux neuromusculaires, il y a une énervation sensitive, une énervation motrice. Commençons par la sensitive, c'est assuré par deux types de fibres. Il y a les fibres 1A et les fibres 2. Pour les fibres 1A, ce sont des fibres de gros diamètre avec une conduction rapide qui vont énerver les deux types de fuseaux à la fois. Voilà, ils sont ici montrés en jaune. Les fibres 1A, destinées soit pour les sacs ou bien pour les chaînes. Et pour les fibres 2, ils sont des fibres d'un petit diamètre avec une conduction intermédiaire et qui sont destinées uniquement pour les chaînes. Okay? Et pour l'énervation motrice, ça sera assuré par les motoneurones gamma qui se terminent dans les extrémités des fibres. Voilà, ici, dans les extrémités des fibres. Pour l'enregistrement au niveau des fibres sensitives, on distingue deux enregistrements. Un qui est de type 1A et deux qui est de type 2. Pour celui de type 1A, il y aura un enregistrement dans la phase dynamique de la simulation et dans la phase statique, mais beaucoup plus dans la phase dynamique. Tandis qu'au niveau des fibres de type 2, il y aura un enregistrement uniquement dans la phase statique. Okay? Donc, pour les fibres de type 1A, elles renseignent le SNC sur l'intensité de l'étirement, c'est dû à la phase statique, mais surtout la vitesse de la simulation due à la phase dynamique. Et pour les fibres de type 2, ils vont donc renseigner, oh mon Dieu, je m'excuse, donc elles vont renseigner le SNC sur l'intensité ou bien l'amplitude de l'étirement. C'est la même chose, intensité ou amplitude. Et l'intensité ou bien l'amplitude de l'étirement, ça signifie la longueur de muscle. La longueur de muscle.
Maintenant, quel est le rôle des motoneurones gamma? Donc, les motoneurones gamma assurent un étirement basal des fibres fusoriales ou bien intrafusales. Un étirement qui est indépendant de l'état contractile de muscles. Mais pourquoi? Lors de la contraction musculaire, il y a bien sûr la réduction de la longueur de muscle et donc le relâchement des fibres intrafusales, n'est-ce pas? Lorsque les fibres fusoriales sont relâchées, les fibres sensitives 1A et 2 ne vont plus envoyer des messages nerveux sensitifs au SNC pour lui informer sur la longueur et l'état de muscle, n'est-ce pas? Et comme vous voyez, les fibres sont extrêmement relâchées, donc même une modification de la longueur de muscle ne va pas créer un étirement, suffisant et significatif pour renseigner le SNC sur la longueur de muscle. Dans ce cas-là, c'est lorsqu'il n'y a pas l'action des motoneurones gamma. Mais lorsqu'il y a l'intervention des motoneurones gamma, il y aura l'étirement des fibres intrafusales. Comme vous voyez, l'étirement des fibres intrafusales. Donc, un étirement de plus sera suffisant et significatif et informatif du SNC sur la longueur de muscle. Okay? Donc, il y a un certain degré d'étirement pour qu'il sera significatif et informatif et qui est assuré par les motoneurones gamma. Maintenant, quel est le rôle des fuseaux neuromusculaires dans le maintien du tonus musculaire? Le tonus musculaire d'abord est une contraction basale pour garder une certaine activité électrique de muscle au repos afin de maintenir une rigidité musculaire et éviter qu'il sera mou. Il y a également la notion du réflexe myotatique que je vais expliquer parce que c'est techniquement le même principe. Donc, dans le réflexe myotatique, il y a un étirement excessif, non pas obligatoirement un étirement excessif, mais bon, il y a un étirement des fibres extrafusoriales. D'accord? Donc, dans le réflexe myotatique, il y a un étirement des fibres extrafusoriales qui va causer une contraction de ces fibres pour éviter un étirement excessif, voire une déchirure. Donc, je répète, le réflexe myotatique est défini comme étant la contraction des fibres extrafusoriales pour éviter un étirement excessif ou bien une déchirure musculaire. Ok? Donc, ici, techniquement, il n'y a pas l'étirement des fibres extrafusoriales, mais il y a l'étirement des fibres intrafusoriales. Donc, ils vont informer le système nerveux central qu'il y a un étirement quelconque dans le muscle, ce qui va causer une contraction, mais une contraction qui est légère. Et c'est le tonus basal. Donc, c'est techniquement le même principe que celui du réflexe myotatique, mais ça diffère dans la localisation de l'étirement. Dans le réflexe myotatique, l'étirement vient des fibres extrafusoriales, mais dans le tonus basal, l'étirement vient des fibres intrafusoriales. Et c'est ça. J'espère que ça va vous aider et je suis vraiment désolée pour le retard. Comme toujours, je suis toujours en retard. Mais j'essaierai toujours de vous aider le maximum. Je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine. Et n'oubliez pas de me faire un petit like et subscribe. Merci encore.